Bon, t'as entendu parler des crypto-monnaies et tu penses que juste en investissant quelques centaines, voire même quelques milliers d'euros, tu vas réussir à devenir riche. Ça, c'est la version un petit peu édulcorée qu'on essaye de vendre à peu près tout le monde pour qu'ils commencent à investir un petit peu d'argent dans les crypto-monnaies. Malheureusement, ce n'est pas le cas, ça ne marche absolument pas comme ça. Et si ça fonctionnait de cette façon-là, on aurait des problèmes bien plus graves dans la société. Si n'importe qui pouvait, demain, en décidant d'investir 200, 300 euros dans les crypto-monnaies, devenir riche au bout d'un an, je te garantis qu'il y aurait absolument plus personne qui irait travailler, absolument plus personne qui ferait rien et l'économie serait totalement fuckée. Les crypto-monnaies de même. Donc non, c'est totalement improbable que ça arrive. Ça veut pas dire que c'est impossible, c'est juste improbable. Il y a peut-être un bonhomme, deux bonhommes, trois bonhommes qui ont réussi, qui ont une histoire qui a été un petit peu médiatisée et qui effectivement ont fait des sommes totalement folles avec quelques centaines d'euros. C'est possible, mais malheureusement ça représente en aucun cas la moyenne des gens qui ont investi dans la crypto-monnaie et encore moins les gens qui ont perdu parce qu'ils sont quand même très nombreux, surtout en cette période de bear market. Sois juste réaliste là-dessus, il y a très peu de chances que juste en investissant quelques centaines d'euros dans la crypto-monnaie, tu deviennes millionnaire. C'est même quasiment impossible. La bonne nouvelle, c'est que dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux optimiser tes chances, et même si tu commences avec pas grand-chose. On va voir ça en deux étapes, la première et la deuxième. Ouais, en général, c'est dans cet ordre-là. La première, c'est quand tu commences, quand tu n'as pas beaucoup d'argent à dépenser et encore moins à investir dans les crypto-monnaies. Malheureusement, je pense que tu t'en es rendu compte. Le Bitcoin, même s'il fait un x2, si toi, tu as seulement investi 100 euros, malheureusement, le Bitcoin fait un x2, génial. Toi, tu vas gagner 200 euros. Enfin, tu vas te retrouver avec 200 euros. Du coup, tu as fait un bénéfice de 100. Autant te dire qu'avec ça, tu fais pas grand chose. On est très loin du cliché du mec qui devient millionnaire. Absolument pas. Avec 100 balles, tu te fais absolument rien, tu quittes pas ton taf, tu continues de travailler. C'est un petit peu comme si c'était rien passé. T'as peut-être 100 balles de plus sur ton compte, mais voilà, c'est loin d'être significatif. L'idée, c'est qu'en fait, en dessous d'un certain capital, avoir des multiples, ça sert absolument à rien. 1, 2, 3. Même si t'as 1000 euros, que tes 1000 euros font un petit x2, c'est plutôt cool, on rajoute un zéro derrière, mais c'est pas ça qui va changer ta vie. Malheureusement, on est sur des sommes qui ne vont pas changer ta vie. Et c'est un fait, je veux dire, n'importe qui, tu peux lui demander, même si tu lui donnes 2000 balles, il va pas quitter son taf, changer de vie, etc. Parce que c'est totalement impossible de faire ça avec 2000 euros. Alors peut-être dans d'autres pays, je sais pas, je suis pas du tout au courant de comment ça marche, ni quels sont les frais domestiques là-bas, mais c'est quelque chose à garder en tête, que c'est pas avec des petites sommes comme ça, et même si t'as 10K, que tu le transformes en 20K, même dans ce cas de figure-là, c'est pas worth it de quitter ton taf. Parce que très clairement, tu vas les brûler très rapidement, que ce soit simplement pour ta vie quotidienne, ou alors parce que tu vas peut-être décider de reprendre des risques avec ça, alors qu'en réalité, les fonds que tu es censé garder, tu vas pas les réinvestir. C'est pas le principe des fonds que tu vas garder pour avoir une certaine réserve. Du coup, la première stratégie, c'est de regarder comment on va pouvoir monter ton premier argent et comment on va pouvoir monter à des sommes qui sont intéressantes pour faire en sorte que ça vaille le coup de passer à l'étape 2, c'est-à-dire de vraiment investir. Parce que oui, un x2 sur 100 balles, on s'en tape, c'est négligeable. Mais par contre, un x2 sur 50K, on parle plus de la même chose et là ça devient très intéressant. La première étape du coup, ça va être de se constituer un portfolio qui est assez intéressant pour pouvoir commencer à prendre des risques avec ce portfolio là et avoir un intérêt, c'est-à-dire à avoir vraiment une reward si on arrive à taper un x2. Si demain je devais recommencer absolument à zéro, ce que je ferais, ce serait d'aller farmer les airdrops. Les airdrops, c'est quoi? C'est tout simplement des tokens qui vont être distribués, que ce soit des tokens ou des NFT, qui vont être distribués aux utilisateurs parce qu'ils ont été engagés avec un protocole. Par exemple, on va prendre l'exemple de quelque chose qui s'appelle Optimism, OP du coup pour le token. Ce token-là a été distribué à toutes les personnes qui ont commencé à avoir de l'argent sur Optimism, qui ont commencé à faire des trades dessus, à utiliser ce protocole-là, et suite à ça, ils ont reçu un airdrop. L'airdrop avait une valeur entre 1000 et 5000 dollars, me semble. Il y avait un truc comme ça. Je suis plus sûr exactement de mes chiffres et ça dépend exactement de la valeur à laquelle tu l'as vendu. T'imagines, tu peux passer quelques heures tout simplement à aller t'amuser sur le protocole, à aller tester des trucs, à aller regarder si ça fonctionne pas, sans avoir besoin d'investir des 100 et des 1000, simplement pour pouvoir faire ces trades là, pour pouvoir t'amuser, pour pouvoir checker les protocoles, tu vas peut-être investir 100, 200 dollars, parce que ce sont des protocoles qui sont pas bien méchants, pas bien gourmands, on n'est pas sur Ethereum en termes de frais de gaz, loin de là, on est sur des protocoles qui fonctionnent beaucoup mieux, et même sur des blockchains, parce que Optimism c'est une blockchain qui va pas te demander des coûts et des investissements faramineux. T'imagines, juste, là le ROI que tu fais
fais et l'intérêt que tu peux avoir juste en faisant un petit move comme ça, eh bien c'est ça ce qui est très intéressant. Alors là, t'es en train de te dire, génial, je vais farmer les airdrops. Alors bon, tous les airdrops ne vont pas te donner autant. L'airdrop le plus connu, c'était celui d'Uniswap, là où ils avaient distribué 200 dollars uni, si je dis pas de bêtises, à toutes les personnes qui avaient utilisé Uniswap avant la version qui est officiellement sortie. Tant te dire qu'au sommet, on était sur des sommes qui commençaient à devenir très intéressantes. Maintenant, la question que tu te poses, c'est probablement, où est-ce que je les trouve ces airdrops? Le spoiler alerte, c'est que la majorité du temps, ils sont cachés. Tu vas pas avoir un mec qui va te dire, regarde le protocole là, regarde, mets la loupe dessus, tu peux checker, il va y avoir un airdrop, j'en suis sûr, c'est une certitude 100%, absolument pas. L'idée des protocoles, quand ils vont gérer ça, que ce soit des blockchains ou des protocoles, eh bien ils vont faire des airdrops, mais basés sur des utilisateurs qui vont tester leur protocole avant même que le protocole soit à 100% fonctionnel. Parfois le protocole sera même sur la blockchain de test et ça va être les données du coup qui ont été envoyées via la blockchain de test qui vont permettre de réaliser l'airdrop. L'idée c'est de devenir un testeur en fait. C'est comme ça que tu vas pouvoir récupérer le maximum d'airdrop. Il y a certains comptes sur Twitter qui s'amusent à analyser tous les protocoles. Mais quand je te dis tous les protocoles, c'est vraiment tous les projets, toutes les idées qui sont en train de se lancer, qui sont en train de faire des choses en ce moment et qui n'ont pas encore de token. Donc l'objectif, c'est vraiment de cibler les choses qui peuvent peut-être à terme donner un airdrop. L'exemple dont je vais te parler, c'est ce mec-là. Il s'appelle Olympio.lens ou Olympio Crypto sur son compte Twitter. Je t'enverrai évidemment le lien dans la description. Et ce mec-là, il s'amuse à mettre en place en fait toutes ces stratégies pour aller choper les airdrops. C'est-à-dire qu'il analyse tous les protocoles, tous les projets qui n'ont pas encore de token et suite à ça, en fait, il arrive à prendre des décisions et à dire ce protocole-là, je pense que lui, il y a de bonnes chances qu'ils vont sortir un airdrop. Pourquoi? Parce que pour être compétitif, en fait, la majorité des projets sont obligés d'avoir leur propre token pour donner des avantages aux utilisateurs. Et ça, c'est très simplement que la technique la plus simple pour venir les distribuer, parce que évidemment, on veut pas qu'au début de la distribution, on ait 100% des tokens qui sont à distribuer aux fondateurs et tout ça. Eh bien, on va avoir une allocation qui va être distribuée directement aux personnes qui ont contribué au protocole. Et ça peut se faire de différentes façons. Par exemple, les gens qui ont fait des tests. Ça, c'est très souvent le cas. Ce sont les mecs qui sont allés sur le testnet, qui ont essayé les smart contracts, qui ont vérifié, qui ont déjà commencé à engager un petit peu avec. Les mecs qui ont testé les versions bêta ou les versions alpha, qui sont déjà en live sur les blockchains, mais qui n'ont pas encore toutes les fonctionnalités, donc qui sont en train de se construire. Ou encore d'autres choses, comme par exemple interagir via des réseaux sociaux sur les protocoles là. Par exemple, venir retweeter certains tweets, ou alors obtenir certains rangs sur le serveur Discord. Ce sont ces personnes-là également qui pourront peut-être obtenir des airdrops. Encore une fois, il n'y a absolument aucune garantie quand vous faites ce genre de truc-là. Tu ne peux jamais savoir si un protocole va effectivement faire un airdrop ou s'il va rester dans le cas de figure là où il va pas utiliser de token et il s'arrête tout simplement là à son développement. C'est pour ça qu'il faut que tu maximises en fait tes chances en allant tester le plus de protocoles possible. Attention, la majorité de ces protocoles-là dont je te parle, ce sont des protocoles qui sont plus ou moins obscurs. C'est-à-dire que tu vas pas les trouver comme par exemple sur des blockchains qui sont extrêmement connus, sur Ethereum par exemple. On est sur des choses qui sont un petit peu plus compliquées. En général, ça va être sur des L2 qui sont en train de se créer. Par exemple, il y avait Optimism, il y a Starknet qui est en train de regarder pour faire quelque chose, il y a Arbitrum. Ce genre de blockchains-là sont totalement bien fondés, bien pensés pour prendre en compte un airdrop potentiel à la communauté. C'est ce genre de projet-là, c'est ce genre d'idée qu'il faut aller chercher. Ce mec-là a différents souhaits dans lesquels il va mettre en avant les choses qui sont en train de se passer en ce moment. Non, pas la pub de la bagnole, ça on s'en tape complètement. Il va montrer en fait les stratégies et il publie de temps en temps, soit ici, soit sur son Telegram, les différentes stratégies et les façons les plus simples de pouvoir choper les différents airdrops en fonction de ce que lui va penser. Évidemment, c'est jamais infaillible, mais c'est une bonne stratégie pour commencer et ça peut te permettre de choper quelques airdrops assez facilement sans pour autant avoir à investir énormément de temps. Il suffit de regarder ce que le mec il fait, ce qu'il met en avant et d'essayer de suivre ce qu'il raconte. Attention, de temps en temps on est sur des trucs qui sont un peu cryptiques, un petit peu compliqués. Évidemment, il faut d'abord se renseigner, essayer de comprendre comment ça fonctionne la blockchain, les crypto-monnaies et il faut quand même avoir des connaissances de base. Tu peux pas débarquer avec zéro connaissance, zéro capital et commencer à faire de l'airdrop. Il faudra quand même que tu investisses un minimum de tokens pour pouvoir faire des transactions et encore une fois, tu n'as aucune garantie que à la fin il va y avoir un airdrop. Mais bon, d'un point de vue risk-reward, on est quand même sur quelque chose de très intéressant. Si tu peux choper quelques airdrops qui sont déjà dans les 300-500 dollars, ça déjà juste c'est le bon plan. Clairement, comme ça tu vas pouvoir te faire un petit portfolio et tu vas pouvoir les investir au fur et à mesure et c'est ça ce qui va être très intéressant. Au niveau de la stratégie sur les airdrops,
La règle de base, quand tu reçois un airdrop, alors normalement c'est totalement contre-productif pour le protocole, mais tu vas dumper. Dès que tu reçois, tu vas vendre. Tout simplement parce que la majorité des gens vont essayer de faire exactement pareil, ils vont essayer de vendre. Il suffit de regarder, il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin. On va sur le Bitcoin, on va chercher par exemple Optimism. Optimism, quand il y a eu le airdrop, on va regarder à combien il était, et on va regarder à combien il est maintenant. Le airdrop, et il était plus élevé que ça, le airdrop il était environ à 1,90, et là maintenant, il est évidemment descendu. Alors malheureusement, on a le bear market qui est passé par là, on va pas se mentir, ça n'a absolument pas aidé. On a eu des jours pas très jolis, mais en règle générale, quand tu reçois un airdrop, tu le vends. Soit pour reconvertir dans une crypto-monnaie qui va être plus, stable, comme par exemple du Bitcoin ou de l'Ethereum, soit pour passer en stablecoin pour pouvoir réinvestir par la suite. Ça, c'est toi qui définis ta stratégie par rapport à ça. Maintenant que tu as commencé à farmer des airdrops et que tu commences à avoir un capital plutôt intéressant, c'est le moment de commencer à aller à l'étape numéro 2. Alors, le capital plus ou moins intéressant, évidemment, ça va dépendre de toi. En réalité, tu peux commencer à faire cette stratégie-là, du coup, la deuxième étape, avec simplement 300 $ ou peut-être même moins. C'est juste que pour 300 $, si tu fais un x2, tu n'auras que 600 $. Alors je sais, j'utilise le mot que, ça dépend des gens, ça dépend de ce qu'ils ont besoin et de ce qu'ils voient en fait comme 600 $. Effectivement, pour certaines personnes, 600 $ c'est que dalle, pour d'autres c'est très important comme somme. Donc ça va vraiment dépendre de toi. Disons que tu as 5K à investir parce que tu as réussi à te faire 5K avec les différentes stratégies des airdrops. Alors ça veut pas dire que tu vas faire 5K là maintenant tout de suite avec les airdrops, non, mais ça veut dire que c'est peut-être pas déconnant de penser pouvoir faire 5K avec tous les airdrops qui vont tomber dans l'année. Franchement, ça me semble vraiment pas déconnant. Surtout que c'est pas si difficile que ça à faire. Il suffit de suivre en fait ce qui se passe sur les Twitter, de regarder les projets et même de te mettre des notifications sur le téléphone si tu as du mal à suivre tout ça. Maintenant que tu as cette somme là que tu vas pouvoir te permettre d'investir, c'est là qu'on va commencer à prendre des risques, c'est là qu'on va commencer à taper sur des projets et à investir réellement. Parce que là jusqu'à présent, tu as juste farmé des airdrops. C'est une bonne petite stratégie pour commencer, mais malheureusement, farmer des airdrops, ça te ramènera que jusqu'à un certain niveau. L'idée, ça va être de chercher les projets qui vont être très intéressants. Alors, intéressant, oui et non. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on trouve un projet intéressant? Intéressant par rapport à quoi? Les projets qui ont de l'avenir, c'est-à-dire les projets que tu penses qui peuvent surpasser d'autres projets. Je m'explique, parce que c'est plus compliqué que la première étape. Il n'y a pas des guides tout faits et tu trouveras jamais des guides tout faits pour te dire investis dans ça, tu vas voir la semaine prochaine, ça vaudra 2 fois plus. T'en trouveras, si les mecs ont raison, c'est de la chance, si les mecs ont tort, c'est encore une fois de la chance. C'est totalement du hasard et très peu de gens peuvent prévoir ce qui va se passer à court terme. Par contre, à long terme, il y a un truc qui est toujours prédominant, ça s'appelle la technologie. Et la technologie, quand elle est meilleure sur un projet qu'un autre, et que malheureusement le premier projet a une technologie inférieure à la technologie du suivant, tu peux quasiment être sûr que le deuxième projet, celui avec la tech qui est meilleur, va réussir à grappiller des places et va peut-être même réussir à se placer devant le premier projet. C'est qu'une question de temps, très souvent la technologie va gagner. Ça c'est mon point de vue, c'est ma thèse, c'est comme ça que j'ai réfléchi. Évidemment il y en a d'autres qui vont me dire, moi je regarde les charts, moi je trace mes traits sur mes charts et je peux te dire que là on va monter, là on va descendre, là je ne fais pas confiance, c'est un fake pump, etc. Ce n'est absolument pas ma stratégie. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, regarde plutôt des mecs qui font du trading, ce n'est absolument pas mon métier et c'est absolument pas quelque chose qui m'intéresse. De mon côté, moi j'ai plutôt regardé les projets qui ont du potentiel et qui ont des capacités supérieures à celles de certains projets à l'heure actuelle et donc qui je pense pourraient se placer à la même position que les plus gros projets. Si tu veux un petit exemple là-dessus, on peut parler de Polygon. Polygon, il se place plutôt bien, ça fait déjà un petit paquet de temps qu'il est là et il a une valorisation à 7,4 milliards. Ça commence déjà à faire un paquet de Polygon, du coup il vit un petit peu sa vie. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Polygon, c'est une L2 qui fonctionne sur Ethereum, du coup une L2 d'Ethereum, et il permet de scaler Ethereum avec une solution pour laquelle les utilisateurs vont payer moins de frais. C'est la fonctionnalité première de Polygon, il y en a évidemment d'autres, et ils sont en train de développer certaines solutions supplémentaires. Le souci, c'est que Polygon, à l'heure actuelle, n'est pas ultra scalable. On l'a déjà vu, il y a déjà eu certaines phases dans lesquelles, là où il y avait énormément de frais sur Polygon, des frais, alors bon, pas énormes par rapport à Ethereum, mais des frais qui commençaient quand même à piquer, alors que l'objectif de Polygon, c'est clairement de réduire les frais et d'avoir des transactions quasiment instantanées. Quelle est l'idée? C'est d'aller choper, en termes de L2, du coup, les crypto-monnaies qui vont avoir la même classification, par exemple ici j'ai cherché des L2, et bien d'aller chercher ces Layer 2 et de regarder chacune de ces Layer
layer 2 et laquelle peut peut-être potentiellement prendre la place et de regarder laquelle peut potentiellement prendre la place de Matic, qui Matic est clairement très bien placé à l'heure actuelle. L'idée c'est de confronter les techs et de regarder quelle technologie peut soit dans le futur prendre le devant sur ce qui se fait sur Matic, soit dans le présent, elle existe déjà, elle est déjà là, elle est juste pas encore connue à l'heure actuelle. L'idée c'est de tomber sur des sites qui vont te permettre de référencer toutes les layers 2. Donc par exemple moi je suis tombé sur L2Fees qui permet de comparer les frais au niveau des blockchains, et toutes ces blockchains là ce sont des L2 qui sont construites sur Ethereum. Ces L2 là il suffit simplement de regarder en fait, alors ça c'est à l'heure actuelle évidemment, c'est pas forcément la référence pour pouvoir lister les crypto-monnaies, mais ça peut te donner une idée des différentes layers 2 et de regarder en fait comment elles se positionnent. On peut ensuite regarder sur CoinGecko pour aller checker la valorisation de chacune de ces crypto-monnaies, si ils ont des crypto-monnaies associées. Par exemple, Loopring a une crypto-monnaie, ZK-Sync me semble qu'ils n'ont pas encore de crypto-monnaie. ZK-Sync, je viens de regarder tout simplement dans CoinGecko et j'ai vu qu'ils n'avaient pas de crypto-monnaie. Plutôt cool, ça veut dire qu'il y aura peut-être un airdrop pour ceux qui vont utiliser ZK-Sync. Et comme ça, tu vas faire chacune de ces crypto-monnaies-là, tu vas regarder si le projet il est fonctionnel, quel état il en est, combien sont les frais, si c'est intéressant, si c'est pas intéressant, qu'est-ce qu'ils essayent de faire, qui sont les personnes qui gèrent ces projets. Et avec ça, tu vas regarder en fait, tu vas faire une analyse fondamentale. C'est-à-dire quel projet semble le plus prometteur parmi cette catégorie de projets-là et quel projet pourrait peut-être se positionner devant Matic, sachant que Matic a des problématiques. Si Matic était déjà parfait, j'aurais pas cherché un projet pour pouvoir le contrer ou alors pour pouvoir prendre une part importante de sa part de marché en fait. Non, si Matic fonctionne déjà très bien, aucun souci de ce côté-là. Mais ici j'ai trouvé un flow sur Matic, un problème donc, et je me dis il y aura très probablement un réseau qui va essayer de faire mieux que Matic et qui va essayer de se positionner contre. Notamment parce que les L2 ça risque d'être quand même un sacré marché et c'est quelque chose qui je pense va se développer parce qu'on a besoin de solutions de scalabilité pour Ethereum et c'est quelque chose qui est listé même sur le site du merge d'Ethereum. Donc j'ai fait ma petite recherche, je suis tombé sur le fameux Métis. Pour moi, c'est celui qui est le plus intéressant par rapport à ça. Alors là, je suis pas en train de te dire achète du Métis, c'est le moment. Non, en ce moment, il est en train de pumper. C'est peut-être pas le meilleur moment de se positionner dessus. Mais en tout cas, je suis en train de te donner tout mon déroulement, toute ma façon de réfléchir et en fait, les raisons pour lesquelles j'ai décidé de me positionner sur Métis. Métis, ça fait un moment, j'ai une position dessus. Je l'ai holdé alors qu'on était déjà très haut. Et je pense que la valeur, là où il était déjà très haut avec un Métis à 200-300$, elle est encore faible par rapport à ce que Métis peut atteindre lors du prochain bull run. Ça, ce sont mes conclusions. J'ai regardé la tech qu'il y a derrière Métis. Je me suis amusé à regarder l'écosystème. Qu'est-ce qu'il y avait déjà développé? Est-ce qu'on était tôt dans l'écosystème ou pas? Ce genre de choses. J'ai regardé qui c'est qui était derrière. C'est la mère, littéralement la mère de Vitalik Buterin qui est derrière l'écosystème. C'est elle qui gère l'argent des VC. Ils ont des fonds d'investissement. Ils sont en train d'utiliser exactement les mêmes stratégies que la croissance au niveau des layers 1 qui ont été développés lors du bull run précédent, du coup lors de l'été précédent, pour être un petit peu plus clair là-dessus. Et ça, c'est très intéressant. Pour moi, on est sur quelque chose qui peut gagner de l'argent et qui peut clairement monter en termes de valorisation. On a un projet fonctionnel qui a des choses à montrer et qui est encore très tôt par rapport à tout ce qu'il y a à faire dessus. Il y a encore plein d'autres choses que je pourrais mentionner dessus, le système Matrix, le système permet de créer des entreprises décentralisées, etc. Il y a énormément de choses à mentionner dessus. Je vais pas le faire dans cette vidéo-là, j'ai fait une vidéo dédiée qui explique ce que c'est Métis et pourquoi je pense que effectivement c'est sous-évalué. Ça c'est par exemple si je voulais m'amuser à chercher une L2. Maintenant peut-être que toi ta stratégie elle est différente. Peut-être que toi tu vas te dire bah écoute moi j'y connais absolument rien en L2, c'est pas un truc qui m'intéresse, je m'en tape complètement. Par contre moi j'aime bien pouvoir acheter des crypto-monnaies et les revendre, j'aime bien utiliser des marketplaces. Voilà. La marketplace que j'utilise, ça va être Uniswap. Uniswap commence à perdre énormément de parts de marché pour différentes raisons. Déjà parce que Uniswap, en fait, il n'y a aucune raison de posséder leur token, vu qu'il ne permet pas de redistribuer une partie des revenus du protocole, qui est déjà un très mauvais point. L'idée, c'est donc de chercher toutes les marketplaces et de regarder quelles sont les différentes marketplaces, les différents AMM qui peuvent faire concurrence à Uniswap et qui peuvent venir se hisser au top pour venir lui voler des places et du coup de lui voler des parts de marché. Voilà, ça c'est mon raisonnement, c'est comme ça que je réfléchis et pour moi c'est une des meilleures stratégies. Parce qu'avec ça, tu vas du coup multiplier ton investissement si ça fonctionne et pour moi c'est la façon la plus sûre de pouvoir choper des multiples au niveau des crypto-monnaies. Évidemment comme pour tout il y a des risques qui sont associés et absolument rien ne te garantit qu'on n'est pas dans un mauvais moment en termes de macroéconomie. Par exemple, ce qu'on a pu voir il n'y a pas si longtemps que ça au niveau du Bitcoin, c'est pas que le Bitcoin est nul, non, c'est juste que d'un point de vue économique global au niveau de
de la Terre, il se passe des trucs vraiment pas cool. Et du coup, même si la crypto-monnaie a de la valeur en fait et peut fonctionner, malheureusement, on est dans un cas de figure qui est défavorable à l'évolution des crypto-monnaies, à l'innovation, etc. Et du coup, ça peut être une mauvaise idée d'investir là maintenant tout de suite. Je dis pas que c'est le cas, hein. Là, je state juste des facts, c'est à l'heure actuelle, on est vraiment dans des situations macroéconomiques qui sont exceptionnelles. Évidemment, je t'ai pas présenté 50 000 projets ou autres, je t'ai présenté mon raisonnement. Grâce à ça, normalement, tu devrais être capable, toi, d'aller chercher pour les projets qui t'intéressent, en tout cas le type de projet qui t'intéresse, les crypto-monnaies qui sont les plus prometteuses et celles sur lesquelles tu vas avoir envie de miser l'argent que tu vas pouvoir gagner via l'étape numéro 1 pour passer à l'étape 2. Et après, qu'est-ce que tu fais une fois que tu as passé l'étape 2 ? Tout simplement, tu continues, tu regardes et après tu te définis un prix. À partir de ce prix-là, tu as suffisamment d'argent et tu commences à dérisquer pour passer sur des choses qui sont beaucoup moins risquées mais qui ont des rendements également plus faibles. Et oui, on peut pas tout avoir, on peut pas avoir des rendements élevés avec des assets qui ne sont pas volatiles et inversement. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça pourra t'aider, j'espère que ça répond à pas mal de tes questions sur comment je fais mes recherches, comment je m'amuse à trouver des choses. Il y a certaines choses dedans. Évidemment, il n'y a pas toute la partie recherche qui est extrêmement avancée, mais l'idée globale est là derrière. Et évidemment, je pense que je ferai clairement une vidéo sur comment je fais mes recherches, même si ça va vraiment dépendre des projets. Et en fait, en réalité, il faudrait plutôt faire plusieurs vidéos là où je fais des recherches pour te montrer, pour que tu puisses comprendre en fait qu'est-ce que je vais aller rechercher spécifiquement sur un projet et pourquoi ça va dépendre du type de projet. Merci à toi pour ton attention et sur ce, je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!